Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition de Vox Hebdo sur votre chaîne Vox TV. Avec moi sur ce plateau, Albert Nyanzukuta, directeur des publications de la Semaine africaine, et Chrysostome Fouk Zonzeka, rédacteur en chef du journal L'Horizon africain. Bonjour messieurs. Bonjour. Nous sommes ensemble pour aborder, dans la première partie de cette émission, la réélection de Paul Kagame à la tête du Rwanda, le taux de réussite au bac général, suivant cet élément pour aborder notre premier sujet. Au Rwanda, les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives donnent Paul Kagame largement en tête. Sans surprise, le président sortant est déjà crédité de 99,15% des voix, selon les chiffres provisoires des autorités électorales, au lendemain du double scrutin qui s'est tenu lundi. Toutefois, ce chiffre porte sur 79% des bulletins dépouillés et les résultats définitifs sont attendus pour le 27 juillet prochain. Ce plébiscite confirmera ainsi l'extrême popularité de l'homme de 66 ans au pouvoir depuis maintenant 24 ans. Le patron du Front patriotique rwandais rempile pour un 4e mandat à la tête de ce pays d'Afrique de l'Est. Au terme d'une campagne menée à l'américaine où il a démontré sa force de mobilisation sans partage, Paul Kagame était quasiment assuré de la victoire face à des opposants à peine suivis. Le chef du parti des Verts démocratiques Franck Habineza et l'indépendant Philippe Mpayimana avaient été les seuls candidats autorisés face au président comme en 2017. Appelés aux urnes le dimanche 14 juillet, les résultats provisoires ont été publiés pour l'élection présidentielle au Rwanda le jeudi 18 juillet. Ces résultats provisoires, bien entendu, donnent Paul Kagame vainqueur avec 99,15%. Pendant ce temps, ses challengers ont obtenu 0,53% pour l'un et 0,32% pour l'autre. Alors, Albert, 99,15%, que peut signifier ce genre de score? C'est une victoire sans appel, effectivement, qui donne une idée assez approximative de l'ampleur de la popularité de Paul Kagame sur son pays et son peuple. Mais nous sommes journalistes et donc généralement, donc, vous voyez, les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas, ce sont les trains qui arrivent en retard qui font plus l'information. Et donc ici, 99,15% de plébiscite, c'est une victoire qui interroge. D'autant que, vous savez, dans l'élément de notre confrère tout à l'heure, on a parlé de popularité, on a parlé de uniquement 3 candidats autorisés, c'est-à-dire qu'il y a des restrictions, qu'il y a des limites, et parce que dans un pays, quelle que soit la fermeté et la clarté de l'appui dont le président, dont un leader peut faire preuve de la part de son peuple, nous ne pouvons pas, sociologiquement parlant, mathématiquement parlant, arriver jusqu'à plus de 60% de plébiscite, et donc ici ça interroge. Et comme ça interroge, donc interrogeons-nous justement. Alors 99%, ça veut dire que si on avait eu 100 personnes au Rwanda qui devaient voter, eh bien il n'y en aurait plus qu'une sur 100 qui se serait exprimée différemment. C'est de la démocratie, c'est un plébiscite, ça interroge. Oui, justement, ça interroge. Qu'est-ce qui ne va pas 99%? C'est dire que toute la population s'est prononcée. Il y a aussi les challengers n'étaient que des figurants dans ce cas. Ils étaient des figurants. Mais il y a aussi, ne nous cachons pas la vérité, le fait que tout le parcours de Kagame est un chef de guerre d'abord. Il est arrivé à la tête de son FPR donc en 1990. Il a conquis le pouvoir, il a bouleversé l'ordre ancien, et puis aujourd'hui il est vu, même si les Rwandais n'aiment pas entendre ça, enfin les Rwandais au pouvoir,
il est vu comme celui qui a sauvé son peuple. Et quand on dit son peuple, ça veut dire les Tutsis. Les Hutus sont ceux qui sont sortis du pays et qui ne sont plus rentrés, ceux qui sont dans le pays et ne se sentent pas le droit de s'exprimer ou d'exprimer une opinion contraire. Tous ceux-là donc sont là, ça fait un peuple de frustrés et de conditionnés, de personnes qui se disent bon voilà, si je dis autre chose que ce que la majorité des compatriotes dit, je serai indexé, ça pourrait m'attirer des ennuis, etc. Et donc tout cela, ce conditionnement a fait que les gens soient allés voter un peu comme donc les gens sont allés malgré eux, c'est vraiment l'expression des urnes. Alors, nous n'avons très certainement pas encore inventé une machine pour évaluer la sincérité d'un vote, de dire oui, il a voté oui parce qu'il voulait voter oui. Il y a donc des tas de paramètres à prendre en considération, mais d'un point de vue du journaliste que je suis, cela ne me satisfait pas trop de voir que quelqu'un a pu vaincre avec 99% des voix, c'est-à-dire les deux personnes qui ont été autorisées à voter sont des figurants, sont des personnes qui sont venues là comme des faire-valoir, alors que nous savons qu'il y a notamment deux personnes, deux dames. Je ne veux pas prendre parti pour eux et contre le président, mais qui sont là et qui ont été empêchés de compétir pour des raisons juridiques fondées ou non. Mais voilà, donc c'est une réalité un peu bizarre, pour être honnête. Alors, Chrysostome, il faut que 99,15% pour Kagame, qui est porté à la tête, enfin, réélu à la tête du Rwanda. Vous, qu'est-ce que ça vous fait? Chrysostome, quand vous observez l'Afrique, on a l'impression que les présidents africains sont heureux quand ils sont plébiscités à 85%, à 90%, à 99%. Là, ils pensent qu'il y a eu élection. C'est bon. Mais quand ils sont en deçà de ça, c'est-à-dire qu'ils ont 60, 55, 58, 59, c'est pas vraiment le vote. C'est l'impression qu'on a en Afrique. Alors quand vous regardez sous d'autres cieux, un président est élu, il a 60, il a 50, mais chez nous en Afrique, il faut avoir 99%. Ok, le Rwanda, c'est quand même 14 millions d'habitants et 9,5 millions d'électeurs pour 3,5 millions de jeunes. Donc des jeunes qui ont plus voté pour le président Kagame parce qu'ils ont besoin d'unité, ils ont besoin de paix, ils ont besoin d'un développement économique. Fort de ces éléments que je viens d'indiquer, je crois que les jeunes ont porté leur dévolu sur le président Kagame qui a été élu à ce score fleuve. Donc, on peut conclure que le score, il est bien mérité. C'est par rapport à son travail, par rapport à la santé naturellement, par rapport à la santé du pays, puisqu'il est adulé par une catégorie de personnes, qui est donc cette jeunesse-là, qui estime qu'ils ont la paix, qui estime que elle a plutôt la paix, elle a l'unité, et elle voit des indicateurs de développement économique du pays. Bon, les deux autres challengers du président sont que des figurants. Vous voyez même que ce qui est l'autre, parmi eux, il y a eu un professeur de français, donc qui travaille au ministère de la réconciliation nationale, dont le ministre est quand même collaborateur du président de la République. Donc vous vous rendez bien compte que il pouvait pas faire match. Donc, c'est normal, c'est normal. Mais oui, en Afrique, c'est normal. Ce score fleuve est normal en Afrique, il est accepté. Parce que nos présidents sont élus en ayant ce chiffre-là, en atteignant ce nombre-là, et ils sont heureux. Ils pensent pas que quand j'ai 55, 56, je suis mal élu. Pour être bien élu, il faut avoir 99%. D'autant plus que ces résultats montrent que le président est populaire et
On pense que la popularité d'un président, c'est d'être élu à 80, presque 100%. C'est-à-dire que populaire, moi, le mot ça me gêne un tout petit peu. Au moins, il a la fermeté du pouvoir. Il tient son monde. Voilà, pour être honnête par rapport à ce que je veux dire. Il tient son monde, c'est-à-dire que il y a, même si la coercition ne s'exerce pas visiblement, on ne vous met pas en prison si vous allez voter contre Kagame, sans doute. Il y a quand même d'autres formes de contraintes qui montrent que le Rwanda ne peut pas avoir atteint ce score, ce chiffre, ce plébiscite, sans qu'il y ait des gens qui réchignent. Parce qu'il y a quand même aussi à noter d'autres paramètres. Les prisons sont remplies. L'alternance ne s'est jamais faite. Et ça n'est jamais bon. Je veux dire, quand sur 3 mandats, et donc le 4e aujourd'hui, eh bien, tout le monde vote un peu comme ça, tête baissée, tir groupé, disant voilà, nous, c'est ce président-là. Non, mais si c'est ainsi, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Nous n'avons aucun droit de remettre en cause ce que les Rwandais ont décidé. Mais nous avons quand même le droit de nous interroger, de nous dire, oui, les présidents africains veulent des scores fleuves sans doute, mais quid de la démocratie? Quand est-ce que la démocratie viendra? La démocratie, c'est pas l'unanimité autour d'un sujet, d'un thème, d'une personne. La démocratie, c'est aussi la compétition. Et qui dit compétir, dit quand même confrontation de choix adverses. Et ici, il n'y en a pas. C'est comme si on avait dit, voilà, Paul Kagame se présente à la présidence, vous, tous les autres, taisez-vous. Ça n'est peut-être pas ça l'intention, mais c'est ce que cela suggère donc comme résultat. Est-ce que dans ce cas, la population a-t-elle quelque chose à dire? Il faut que la population, comme si elle est aussi résignée ou... Et nous allons sur un postulat. Le Rwanda est-il une démocratie ou une dictature? En tout cas, ils présentent ça comme une démocratie. Bon, si les Rwandais présentent leur pays comme étant une démocratie, ça veut dire qu'ils sont bien à l'aise dans cette démocratie. Mais s'il y a d'autres voix, les voix contraires, qui pensent que le Rwanda n'est pas une démocratie, c'est une dictature, on dirait là, ce score-là n'est pas un score vraiment démocratique. Il y a eu certainement des restrictions, il y a eu certainement des embastillements, il y a eu certainement de la violence, il y a eu certainement du bourrage des urnes. Eh bien, il y a donc tout ça qu'il faut mettre en actif du pouvoir rwandais pour atteindre ce chiffre-là. Ok, soulignons que les résultats, comme le reportage venait de le dire, seront confirmés le 27 juillet. Nous allons donc aborder notre deuxième sujet relatif à la proclamation des résultats du baccalauréat général, session de juin 2024. Suivons cet élément. 40 375 candidats déclarés admis au baccalauréat général session de juin 2024, soit un taux de réussite de 45,68%. La délibération a eu lieu aux environs de 18h au lycée de la Révolution le 16 juillet. Présent 88 388, déclarés admis 40 375, soit un pourcentage de 45,68% avec une augmentation de 1,17%. Ceci par rapport à l'année dernière, donc il y a eu une légère augmentation. Pour l'heure, aucune indication pour le classement des admis par département. Vous savez que le résultat par département est un peu difficile à donner parce que cela dépend des effectifs dans les différents départements. Pour savoir quel est le département, le premier ou le dernier, nous avons fait fi de cela parce que nous savons que dans certains départements, les effectifs ne sont pas aussi importants. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu faire ce classement par département à cause des différents effectifs. Concernant le candidat ayant obtenu la plus forte moyenne, le président général des jurys, Dominique Oba,
a indiqué que l'information sera donnée prochainement. 90 055 inscrits, 88 338 présentés et 40 375 admis au bac général, soit un pourcentage de 45,68%. Alors, Fouque, moisson abondante pour le Congo par rapport à ces résultats du bac général. Moisson abondante pour le Congo en tant que pays ou pour le gouvernement? En tant que pays. Bon, si c'est une moisson abondante pour le pays, ça veut dire que l'éducation, ça va bien. Rien, t'as dit tout marche. Les élèves ont bien suivi le programme. Les élèves ont bien assimilé les notions et ils ont été à la hauteur. Là, il y a eu une légère augmentation. C'est bien. C'est la suite à donner à ces élèves qui ont eu le bac. C'est tellement la suite. C'est le prochain sujet que nous allons aborder. Si ces élèves sont contents d'avoir leur bac et que demain, le parcours universitaire soit entaché. Non, c'est d'abord le pays qui devait se réjouir parce que les élèves, ils ont eu le bac. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais pour le moment, nous sommes sur les résultats. Est-ce que, par rapport à l'évolution, ces résultats, on peut se satisfaire ou on peut s'en inquiéter? Le pays se satisfait de ces résultats. Comme le parent qui a eu son élève ou sa fille ou son fils qui venait d'admettre à ce bac est content. Mais je répète pour dire que c'est la suite à donner. Parce que cet examen, l'obtention, te donne le droit de poursuivre les études universitaires. C'est là où il y a le problème. C'est bien de se satisfaire, mais comment entrevoir la suite de cet élève-là qui vient d'obtenir son baccalauréat? Oui, Albert, 40 375, nous sommes à 45,68%, contrairement à l'année passée, où on était à 44%. Est-ce que le pourcentage n'est-il pas satisfaisant? Il faut encore des efforts. Non, en la matière, il nous faut toujours des efforts. Je veux dire, on peut pas se satisfaire de ce que nous avons aujourd'hui et dire, bon, voilà, ça va mieux. Non. 1% d'augmentation, ça n'est déjà pas suffisant. Il faut aller quand même vers une visibilité telle que notre masse d'élèves donne l'impression effectivement que bon, elle a suivi l'enseignement pendant 6 à 7 mois et que ce qui est reflété par le bac ici est le résultat d'un enseignement suivi, rigoureux, etc. Il y a deux choses, moi, qui me frappent. C'est la première, c'est d'abord que des déclarations que nous avons entendues ici et là, qu'il y a eu moins de fraude. Ça, c'est déjà une bonne chose parce que toutes les techniques ont été mises en place pour que comment on appelait ça, les Lili, etc., les bébés Lili, voilà, donc circulent de moins en moins, qu'il y ait moins de fraude, moins de tricherie, et donc ça c'est une bonne chose. On va aller très certainement et progressivement vers l'écrémage, vers une espèce de tamis, pour que les élèves qui passent en première année d'université soient effectivement ceux qui le méritent, et non pas ceux qui sont le résultat d'une influence ou d'une expression de la poche des géniteurs. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Deuxième chose, moi, que je trouve intéressante aussi, c'est que nous avons ici des résultats des jeunes qui sont passés à l'université, qui vont passer à l'université, mais qui ne passent pas en masse simplement pour le plaisir de passer. C'est-à-dire pour faire la transition et être clair. La transition avec l'élément précédent où le président de ce pays-là a gagné avec 99-15%. Il fallait pas que nous fassions nous aussi 100% de or, ça existe. Et ici, si vraiment toute la rigueur est mise, il y a des pays dans lesquels il y a jusqu'à 80-90%
d'admis au bac ou aux examens d'État, sans que cela soit le résultat d'une magouille, d'une tricherie, donc voilà. Donc il y a deux aspects. C'est que nous allons progressivement, nous sortons peut-être progressivement des années de brouillage, où il y avait à mettre la main à la poche pour que son enfant passe, mais quel que soit le niveau. Et puis la prise de conscience que effectivement notre pays doit aller vers l'excellence. Or, il y a deux choses malheureuses, là aussi deux. Personnellement, je suis enseignant à l'université et quand je lis les copies de nos étudiants, même simplement les stagiaires qui me sont envoyés chez moi et qui proviennent donc des établissements supérieurs, eh bien on se dit mais par où est-ce qu'ils sont passés ceux-là pour avoir le bac? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le bac a été soumis à leur conscience et à leur expertise pour que nous ayons des gens qui vous écrivent des choses sans tête ni queue. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que je suis alarmé de voir aussi que finalement au Maroc, en Tunisie, en Algérie, lorsque nos étudiants, au Sénégal même, lorsque nos étudiants sont envoyés en formation, eh bien, parmi le lot des étudiants qui sont mis à l'écart ou soumis à une reprise d'une année ou d'une formation, eh bien, il y a souvent les nôtres. Ça veut dire que à la base, ils sont passés à travers le grille pour que ils se retrouvent de l'autre côté de la barrière, mais que lorsqu'il s'agit de bien vérifier si l'élève, l'étudiant est bien en mesure de réciter ou de dégurgiter ce qu'il a appris, eh bien finalement ça se révèle négatif. Donc nous sommes encore astreints à de l'effort. D'abord 45%, il ne faut pas s'en satisfaire. Nous ne sommes pas à ce résultat-là près. Nous devrions être au-delà des 50-55% au moins. Et donc, mais encore une fois, le chiffre ici ne fait pas l'affaire. Il faut qu'avec le chiffre, il y ait aussi la rigueur et l'accompagnement qui se traduisent par ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, vous avez parlé de la fraude, mais nous remarquons que l'année passée, le pourcentage était à 44, et aujourd'hui, vous avez loué les efforts de combattre. Finalement, qu'est-ce qu'il faut le baromètre, c'est quoi? Il faut continuer dans ce sens-là. Le baromètre, c'est d'abord être, j'allais dire, vraiment rigoureux dans la correction. Il faut pas se laisser perméabiliser par le fait que bon, le papa est directeur technique de ceci, technicien supérieur en cela, etc. Donc les parents qui viennent s'agglutiner devant les salles de correction avant la délibération exercent une espèce de pression pour que moi, mon enfant passe. Or, je trouve malheureux, mais c'est mon point de vue, qu'un parent soit heureux que son fils passe simplement parce que lui, il a glissé des billets de banque. Je veux dire, pour moi, c'est la même chose que finalement si l'enfant avait échoué. Mais enfin, ce sont des problèmes qui se règlent avec beaucoup d'administration, beaucoup de doigté, d'autant que, et ça je le dis aussi en toute connaissance de cause, je regarde les copies, les corrections de mes enfants, et lorsque je vois que bon, un enseignant, il vous prononce mathématiques, voilà, ça c'est la copie de mathématiques, oubliant qu'il y a un accent aigu sur le E, je dis mais c'est terrible. Et quand je vois simplement les annotations qu'ils mettent en marge de la copie et que sur 3 lignes vous comptez 3 fautes, je dis comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas maîtrisé son expression peut être à la tête d'une maîtrise d'expression comme ça pour large masse d'élèves. Donc, nous avons un niveau d'enseignement qui est bas, mais qui est peut-être en train de remonter, et c'est ça qu'il faut souhaiter. Est-ce que c'est ce qui explique la chute que nous avons connue au cours de la présentation des résultats? Parce que en 2011, le résultat, le pourcentage était à plus de 50%, je vois c'était 54%. Et en 2012, les résultats sont
ont chuté à 17%. Quitte à se contredire, ça n'est pas inquiétant en soi, parce que ça aussi, il nous faudra bien marquer le redémarrage, la relance de notre système éducatif. Et cette relance, cette période, ce temps, et qui va marquer l'entrée dans l'excellence, eh bien, il se traduira certainement par beaucoup de déchets, entre guillemets, de déchets, et donc par beaucoup de mise à l'écart d'étudiants qui sont moins appliqués, etc. Et donc, c'est cela. Nous arriverons bien aux 60-70% qu'on voit ailleurs. Tous les pays accusent une baisse de niveau, même la France. On a vu aux derniers examens, au dernier baccalauréat. Donc, c'est ça. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de 45% et dire, voilà, nous étions à 17% il y a, 10 ans. Et donc maintenant, nous sommes, non, faut voir les copies, s'il vous plaît. Faut voir les copies de nos enfants, et même de nos adultes d'ailleurs, hein, parce que, moi je m'amuse à corriger, les copies, mais vous voyez même dans la rue, lorsque vous circulez, pardon de passer du coq à l'âne, mais on vous dit voilà, décès de monsieur X dans tel quartier, et on vous met regret éternel. Je dis, mais c'est pas un regret, c'est des regrets. Donc, regret éternel au pluriel. Et ça, personne ne s'en rend compte. Ça veut dire que nous avons, nous aussi, notre niveau qui n'est pas tellement à entretenir dans le... Alors, faut-il être derrière le pourcentage aux examens qui soient améliorés ou faut-il courir derrière la qualité? Il faut courir derrière la qualité. Parce que c'est la qualité qui fait de nous des hommes bien faits. On n'a pas besoin des têtes pleines, mais des têtes bien faites. Parce que c'est la qualité qui nous emmène à avoir une tête bien faite. C'est la qualité qui nous emmène à avoir des bons cadres. Et c'est la qualité qui nous emmène à avoir de l'éthique. Donc, si vous voulez qu'on parle de vous, faites du bon travail, soyez rigoureux envers vous-même, regardez bien ce que vous faites et cela va aider les autres à vous apprécier. On n'apprécie pas du n'importe quoi, on n'apprécie pas de la médiocrité, mais on apprécie la qualité. Qu'est-ce qu'il faut corriger pour que nous ayons cette qualité-là demain, puisque cette année c'est déjà... Mais il nous faut des enseignants. Moi je crois que nous avions eu des enseignants à l'époque qui nous donnaient même l'envie d'exercer ce métier, d'exercer la profession. Parce que il avait l'art, il avait l'intelligence de vous donner ce que vous avez besoin. On se disait qu'il avait de la chance infuse, mais il était à la hauteur de sa tâche. Mais aujourd'hui, nos enseignants posent énormément de problèmes. Excusez-moi, c'est la bourse qui ne va pas? Vous avez des enseignants qui se présentent en face des élèves, il est mal habillé. Et au lieu que les élèves suivent le cours, ils se mettent à chuchoter parce que ils ont aperçu quelque chose. Ce que l'enseignant apportait n'est pas normal. Vous avez des enseignants qui ont des chaussures pratiquement dont le talon a été scié. Mais tous ces problèmes-là devraient être résolus par la bourse. Les enseignants ne sont plus exemplaires. Naturellement, mais c'est la même chose quand vous prenez un bus, vous étiez à l'hôpital, vous avez vu un médecin qui vous a reçu, quelque temps après, le médecin monte dans le bus avec vous. Alors que vous le prenez pour un dieu, vous ne comprenez pas. Donc il y a des problèmes comme ça autour de nous que nous voyons, qui peut emmener un élève à repousser son enseignant, mais parce que ils ont constaté quelques défaillances et quand on a vu ça, où on a parfois de ces témoignages où le professeur ou le maître, disons bien les professeurs, parce qu'aujourd'hui les professeurs pour la plupart n'ont pas la qualification, ce sont des appelés
volontaires, ce sont des appelés, je sais pas, communautaires, on a des enseignants de communautaires, il y a tellement de mots autour. Je crois que mon grand frère Nchoumou, qui lutte pour l'éducation de qualité au Congo, et serait à l'aise dans ce débat-là. Mais en fait, il faut que chacun joue sa partition, il faut que les enseignants soient à la hauteur d'eux pour que la jeunesse puisse avoir du goût à faire que demain je peux moi aussi enseigner parce que M. Chrysostome qui m'a enseigné était à la hauteur, il savait ce qu'il faisait, il le faisait avec l'art, il le faisait avec technicité, ben il était bien formé pour ça. Alors, Albert, oui, les enseignants ont une part de responsabilité sur... Ah oui, très certainement, parce que c'est un problème d'ensemble. Je veux dire, il faut pas culpabiliser uniquement les enseignants, mais il faut dire que tout est à prendre en compte ici. Donc, lorsque les enseignants eux-mêmes viennent bien formés, ils ne peuvent que bien former ceux à qui ils s'adressent. Donc, c'est normal. Mais le problème, c'est une situation d'ensemble, comme je le dis. C'est-à-dire que lorsqu'ils viennent, qu'ils sont tentés par la grève parce qu'ils n'ont pas été payés pendant 2 mois, pendant 3 mois, parfois même plus. Ne vous attendez pas, ne nous attendons pas à ce qu'ils produisent des miracles, eux, pour nos enfants, qui sont les enfants des autres, d'ailleurs, d'une manière tout à fait particulière pour dire les choses. Donc, eux aussi, ils doivent, comment dire, être encouragés dans leur métier, premièrement. Et deuxièmement, ils doivent être, eux aussi, soumis à la formation continue. Donc, tous les 2 mois, tous les 3 mois ou tous les ans, donc ils ont une formation continue qui s'adresse à eux pour qu'ils révisent aussi leur manière de faire, qu'ils ne soient pas trop répétitifs et uniquement cela. Donc qu'ils soient inventifs au point de donner la tentation ou l'envie à l'élève qu'il écoute à acquérir les bases des mathématiques, du français, de la géographie. Et donc voilà. C'est cela aussi. Mais il y a toute une organisation. Aujourd'hui, nous avons les enseignants et des inspecteurs. Alors, finalement, c'est comme si les inspecteurs ne faisaient plus leur travail de suivre. Non, c'est-à-dire accuser un seul pan de la société ou de l'enseignement d'être le responsable direct des échecs ou disons de la baisse de niveau, c'est passer à côté du problème. Nous devons prendre, y compris, quand je parle d'ailleurs des enseignants, y compris les inspecteurs eux-mêmes ont aussi un système de, je dirais pas de recyclage. Oui, il y a quand même un côté qui doit booster. Il y a un côté qui doit booster. Voilà, donc voilà, disons-le, qu'il booste. Ouais. Parce que on a parlé, oui. Oui, je crois que Chrysostome, la tenue des états généraux de l'éducation, la formation et oui, tenu récemment ouais. A abordé toutes ces situations parce que la préoccupation du haut commissaire aux états généraux, à l'organisation des états généraux, pour ne pas le citer, monsieur Elo Matson Mampouya, c'était d'avoir une éducation de qualité dans le pays. En commençant d'abord à avoir des bons enseignants qui devraient donc maîtriser leurs tâches et regarder des programmes pour que ça ne soit pas des choses qu'on pense hors ce qui devait être fait, mais des choses qui sont bien pensées par rapport aux autres pays, ce qui se passe dans la sous-région, dans la région et ailleurs, parce que les participants sont venus également de l'Europe pour nous apporter leur expertise afin que le système éducatif soit un système, pour ne pas dire meilleur, passez-moi le mot, appréciable pour produire des bons fruits, donc des élèves capables aussi demain à aimer la profession. Oui, vous avez parlé de hier, le professeur était un modèle. Mais est-ce que ces modèles-là aujourd'hui ne sont-ils plus absents, puisque souvent il y a comme des mutations, des gens qui vont dans la douane, dans les impôts, aux finances. Est-ce que l'enseignement n'a pas
connu Effectivement, l'enseignement a connu tous ces problèmes. Quand vous regardez ceux qui peuplent le ministère des Finances, notamment ceux qui sont à la douane, ceux qui sont aux impôts, quand vous regardez leur cursus, pour la plupart, ont été à l'enseignement. Ils étaient en train d'enseigner les enfants. Mais comme là-bas, ils ont un problème du quart de salaire, ils vont aller aux impôts. Ils sont allés à la CREF. Ils sont allés dans les douanes. Parce que là-bas, ils se sentent mieux et qu'ils abandonnent, ils pensant que l'enseignement, c'est le parent pauvre. Il faut que l'administration, d'une manière générale, puisse réglementer ce problème. Alors, Albert, vous êtes en train de voir qu'on ne devait pas avoir le responsable, mais finalement, on a trouvé le responsable. On a trouvé un des responsables, peut-être, oui. Je voulais quand même préciser aussi que cela est tout à fait humain de voir dans le parcours professionnel des gens des tentations d'aller voir ailleurs pour gagner mieux et peut-être plus. Je vous donne une anecdote très personnelle. Nous avons fait partie de la première génération du département des sciences et techniques de la communication à Mariengouabi. Et lorsque nous y sommes entrés, nous étions 7, avec comme perspective de sortir comme journalistes formés de l'université Mariengouabi. Et quand la voix s'est propagée, que bon voilà, on formait des journalistes, nous sommes passés de 7 à 19. Mais dès lors que on nous a annoncé que nous sortions avec des diplômes de journalistes et que le journaliste aurait 60 000 francs CFA de salaire, mais l'enseignant était à 75 000 francs, le professeur de collège à cette époque-là, eh bien il y a eu une décrue. Je parle déjà pas de professionnels, mais d'étudiants. Donc, qui se sont retirés en disant, ah non, moi je vais me faire enseignant parce que on y gagne, je sais pas, 15 ou 20 000 francs de plus. Donc, vous voyez que c'est humain. Et c'est ça le problème. Bon, le journalisme et l'enseignement ont été revalorisés entre-temps, mais il faut que nous allions vers aussi l'assurance que quelqu'un puisse vivre de son métier et en vivre bien. Sinon, on ne forme pas des prêtres, on ne forme pas et même eux, ils ont aussi le droit de bien vivre. Donc le sacerdoce, oui, d'accord, mais à condition que on satisfasse les besoins immédiats et vitaux de la personne qui l'exerce. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous.